Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les âmes mortes, écrit par Nicolas Gogol. C'est notre 6e live sur cette œuvre. Nous lirons ce soir le chapitre 7. Et comme d'habitude, vous trouverez, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, des timecodes dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo qui vont vous permettre de passer l'introduction et d'aller directement où bon vous semble dans la lecture, en passant aussi les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, tout ça, tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à vous rendre dans l'onglet playlist. Vous trouverez la playlist Et si on lisait les âmes mortes, tout simplement, pour avoir les épisodes précédents et les épisodes à venir. Voili, voilou. Désolé pour ceux du live, je suis un chouïa en retard aujourd'hui. C'est assez rare, mais voilà, je m'excuse malgré tout. Et puis ce soir encore, un live assez court, puisque décidément je ne sais pas comment découper cette lecture. Parce que vraiment, soit je fais des lives très courts, soit je fais des lives très longs, et je ne me sens pas la motivation, En fait, c'est même pas que je me sens pas la motivation, c'est que j'ai pas envie de faire des lives trop longs, pardon, parce que j'ai peur de me fracasser les cordes vocales, et que au bout de 3 4 lives, je suis à bout et que ça soit difficile de refaire des lives. Donc je préfère me ménager, tout simplement. Mais ce qui fait que on n'avance pas très très vite dans cette lecture par rapport à mes lectures habituelles. Là, je le sais bien, j'en suis désolé, ça m'embête un peu en fait. Mais voilà, 6e live, on est qu'au chapitre 7. Pour la première partie, on va dire, de ce roman, il y a 11 chapitres. 11 chapitres, avant qu'ensuite on passe sur une préface à la 2e édition des âmes mortes, et ensuite la deuxième partie qui sont des fragments publiés après la mort de l'auteur, donc qui ne sont pas terminés d'écrire, qui sont un petit peu parcellaires, et j'hésite encore à vous faire la lecture de cela, parce que je considère que est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est l'œuvre de l'auteur, étant donné qu'il ne l'a pas publié de son vivant, étant donné qu'il n'a pas validé lui-même qu'il avait terminé son œuvre, et ainsi de suite. Donc j'hésite encore à vous lire ou pas ces parties-là. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, je prendrai peut-être votre avis en considération. Mais ouais, franchement, je suis un peu paumé là-dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est que du coup, ça fait déjà quasiment 3 semaines qu'on est dessus et qu'on en a pour encore un sacré bout de temps. Donc désolé que cette lecture prenne autant de temps, et puis je vais voir si éventuellement, une fois de temps en temps, je vais pas me taper une déterre. Souvent je fais ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent je fais ça sur le premier et le dernier épisode, un petit peu pour finir et commencer à emboîter une œuvre. J'essaie de faire un premier et un deuxième épisode un petit peu plus consistant si il est possible. Donc voilà, peut-être pour le dernier épisode sur les âmes mortes de Nicolas Gogol, je ferai un live de 2 heures, 2 heures et demie, puisqu'a priori ça serait un live de cette durée-là si je fais plus d'un chapitre. Voili voilou. Sachant que, je vous préviens, nous sommes mardi, on entame une nouvelle semaine de live. Il y a mardi et vendredi 21 h live de lecture sur les âmes mortes. Il y a jeudi 14 h live de gaming sur Little Nightmares 2, qu'on va certainement terminer a priori jeudi. D'ailleurs, si le live n'est pas assez long à mon goût, on bifurquera peut-être vers un petit peu de Sea of Thieves et ou un petit peu de Marvel Snap, je sais pas encore, pour avoir un live de gaming d'environ 2 heures, quoi. Et donc ça, c'est la semaine actuelle. J'ai envie de dire la semaine habituelle, puisque ça va faire maintenant 3 ou 4 semaines qu'on fait à peu près ce programme-là. Mais je vous mets d'ores et déjà en... au courant. Je vous donne les informations que il n'y aura pas de veillée pour moi ce dimanche. Comme d'habitude, si vous voulez vous rejoindre sur mon Discord pour discuter entre vous et jouer à des jeux, etc., en toute bonne camaraderie, vous avez le droit. Je vous fais confiance pour pas faire le bordel, et je vous fais confiance pour ne pas être méchants les uns vers les autres. Et puis attention, j'ai des oreilles partout et des yeux partout, donc s'il se passe quelque chose, je saurai. Et puis bien sûr, s'il y avait vraiment un problème, n'hésitez pas à me contacter de toute manière. Mais en tout cas, voilà, pas de veillée pour moi ce dimanche. De même qu'il n'y aura vraisemblablement pas de live la semaine prochaine, peut-être vendredi, mais je ne suis pas encore sûr.
Ça va dépendre de plusieurs choses de ma vie privée, donc voilà. Je vous dis simplement que il va y avoir une semaine un petit peu légère, voire une semaine à vide, avant qu'on ne reprenne la lecture des âmes mortes et avant qu'on ne reprenne un nouveau jeu vidéo, puisque je pense enchaîner avec un nouveau jeu vidéo. On partira drastiquement, je pense, d'un univers horrifique à la Little Nightmares. Bon, c'est pas le jeu qui fait le plus peur du monde, mais on est quand même dans une ambiance un petit peu horreur. Et je pense qu'on va s'en éloigner. Je pense qu'on ira vers un jeu un petit peu plus édulcoré. Je sais pas encore quoi du tout. Donc si vous avez des propositions, je suis preneur. Mais bon, j'ai une longue liste de jeux et je vous en parlerai peut-être pour les réseaux, sur les réseaux. Peut-être que je vous ferai voter sur les réseaux ou un truc comme ça parmi mes envies ou j'en sais rien. Il y a moyen de faire un truc. Il y a moyen de faire un truc. Euh, donc voilà, ça sera pas pour la semaine qui arrive, mais enfin pas pour la semaine prochaine, mais pour la semaine du 20. Il faut se projeter dans le temps, il faut se projeter dans le temps. Mais comme ça, vous êtes à peu près au courant. Qu'est-ce que je voulais dire également? Également, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si je suis en retard ce soir, c'est parce que j'ai eu un petit problème technique. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des mises à jour dans tous les sens de logiciels, de drivers, tout ça, tout ça. Et du coup, parfois, mon PC a du mal à repérer tout ce qui va, tout ce qui va pas. Ce qui fait que là, j'avais plus ma caméra. Donc j'ai dû la rebrancher en panique et essayer des trucs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de retard ce soir. Donc, du coup, j'ai une grosse frayeur que la qualité du live ne soit pas comme d'habitude. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour. Mais ça a l'air d'aller quand même. Et puis, sur ce, vu qu'on va pas lire grand-chose ce soir, je vous propose qu'on reprenne assez rapidement la lecture. La fois passée, c'était un chapitre assez différent de tout ce qu'on avait lu jusqu'à présent. On était sur une ambiance beaucoup plus lugubre, beaucoup plus sinistre, taciturne avec le personnage de Pliouchkin, et puis des interventions du narrateur sur la vieillesse et la jeunesse, qui étaient, ma foi, fort intéressantes, mais fort tristes à la fois. C'était vraiment déconcertant d'avoir ce chapitre, mais en même temps très très agréable. J'ai bien aimé ce nouveau ton donné au récit. Maintenant, où est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va juste continuer à suivre Tchitchikov dans ses pérégrinations? Est-ce que, encore une fois, une nouvelle aventure de Tchitchikov, puisque je rappelle que le surtitre du roman est Les aventures de Tchitchikov. Donc est-ce qu'on va juste continuer à suivre les aventures de Tchitchikov sur la route? Ou est-ce que le fil rouge va un petit peu commencer à s'étirer? Ou à se développer, à se tisser? Est-ce que enfin on va partir de la situation de base qui est Tchitchikov rencontre plein de gens pour les escroquer, à peut-être une évolution du récit? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis très curieux. On est quand même à 6 lives sur cette œuvre, bien qu'il soit court. J'aimerais. Je commence à vraiment vouloir que l'histoire évolue d'une autre manière, si possible. Donc voilà, je croise les doigts. Mais bon, pour le moment, ça reste encore agréable, même dans son format, même dans son schéma répétitif de rencontres avec plein de gens différents, etc. Faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Bref, je vous souhaite la bonne santé les amis et de passer un agréable moment en ma compagnie. Et on se lance sans plus de cérémonie avec le début du chapitre 7. J'effectuerai une seule pause ce soir, une pause non pas arbitraire puisque c'est une pause voulue par l'auteur dans son récit. On est donc dans le chapitre 7 et je m'arrêterai à une page où l'auteur a passé une ligne, tout simplement. Voili voilou. Et du coup, bonsoir MGR Algo. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, mais je sais que tu es Petite Sab. Donc bonsoir Petite Sab, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si je vais m'habituer à ton rename. Donc dis-moi si tu veux que je t'appelle toujours Sab. Dis-moi si tu veux que je trouve comment on prononce ton nouveau pseudo. Voilà. Mets-moi au courant. Et je te souhaite une bonne écoute à tous ceux qui me regardent en live sur Twitch et bonne écoute à tous ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. On est y part. À dans quelques minutes pour la pause. Chapitre 7. Heureux le voyageur qui, après de longues traites dans le vent, la pluie, la boue, obsédé par le tintement des grelots, les réparations,
les continuelles prises de bec avec la racaille des grandes routes, postillons, maréchaux ferrants, maîtres de poste endormis et tutti quanti, revoit enfin son toit et connaît le réconfort d'un chaleureux accueil. Cris joyeux des gens accourus, lumières en main à sa rencontre. Turbulentes allées et venues des enfants. Doux propos, entremêlés d'ardentes étreintes susceptibles de bannir tout chagrin de la mémoire. Heureux le père de famille, mais malheur au célibataire. Heureux l'écrivain qui fuit les plats caractères dont la trop réelle banalité rebute et accable, pour s'adonner à la peinture des âmes nobles, honneur de l'humanité. Qui, dans le tourbillon d'images continuellement changeantes, choisit quelques rares exceptions. Qui ne trahit jamais le ton élevé de sa lyre, ne s'abaisse point vers les humbles mortels et plane loin de la terre dans la région du sublime. Doublement enviable apparaît son sort magnifique. Il se trouve comme en famille parmi ces êtres d'élite, et les échos de sa gloire retentissent dans tout l'univers. Il flatte et enivre les hommes en leur voilant la réalité, en dissimulant les tares de l'humanité, pour n'en faire voir que la grandeur et la beauté. Tous lui battent des mains et font cortège à son char de triomphe. On le proclame grand poète, on affirme qu'il dépasse en génie les autres beaux esprits, comme l'aigle l'emporte sur tous les oiseaux de haut vol. À son nom, les jeunes cœurs tressaillent, des larmes de sympathie brillent dans tous les yeux. Personne ne l'égale en puissance. Un autre sort attend l'écrivain qui ose remuer l'horrible vase des bassesses où s'enlise notre vie, plongé dans l'abîme des natures froides, mesquines, vulgaires, que nous rencontrons à chaque pas au cours de notre pèlerinage terrestre, parfois si pénible, si amer, et d'un burin impitoyable met en relief ce que nos yeux indifférents se refusent à voir. Il ne connaîtra pas les applaudissements populaires, les larmes de reconnaissance, les élans d'un enthousiasme unanime. Il ne suscitera nulle passion héroïque dans les cœurs de 16 ans, ne subira pas la fascination de ses propres accents. Il n'évitera pas enfin le jugement de ces hypocrites et insensibles contemporains qui traiteront ces chères créations des cris méprisables et extravagants, qui lui attribueront les vices de ses héros, lui dénieront tout cœur, toute âme et la flamme divine du talent. Car les contemporains se refusent à admettre que les vers destinés à scruter les mouvements d'insectes imperceptibles valent ceux qui permettent d'observer le soleil. Il nie qu'une grande puissance de pénétration soit nécessaire pour illuminer un tableau emprunté à la vie abjecte et le hausser à la beauté d'un joyau de création. Il nie qu'un puissant éclat de rire vaille un beau mouvement lyrique et qu'un abîme le sépare de la grimace des histrions. Niant tout cela, les détracteurs tourneront en dérision les mérites de l'écrivain méconnu. Nulle voix ne répondra à la sienne, il demeurera isolé au beau milieu du chemin. Austère est sa carrière, amère sa solitude. Quant à moi, je le sais, une puissance supérieure me contraint à cheminer longtemps encore côte à côte avec mes étranges héros, à contempler, à travers un rire apparent et des larmes insoupçonnées, l'infini déroulement de la vie. Le temps est encore loin où l'inspiration jaillira à flots plus redoutables de mon cerveau en proie à la verve sacrée, où les hommes, tremblants d'émoi, pressentiront les majestueux grondements d'autres discours. En route, déridons notre front, plongeons-nous dans la vie, son fracas, ses grelots, et voyons ce que fait Tchitchikov. Tchitchikov s'éveilla, s'étira, et se sentit bien reposé. Il resta 2 bonnes minutes étendu sur le dos, mais se rappelant soudain qu'il était à la tête de 400 âmes, il fit claquer ses doigts et prit un air radieux. Sautant à bas du lit, il ne songea pas à examiner au miroir son visage qu'il prisait fort, en particulier le menton, dont il aimait à vanter les charmes à ses amis, surtout en se rasant. « Vois comme j'ai le menton rond, disait-il d'ordinaire en se le caressant. Mais cette fois-ci, oubliant menton et visage, il enfila aussitôt une paire de ses bottes en maroquin bariolé, dont, grâce à notre mollesse, la ville de Torjok fait un commerce considérable. Dans ce simple appareil à l'écossaise, il se départit de la gravité qui sied à son âge et à son caractère, et exécuta 2 entrechats fort réussis. Puis, sans plus tarder, il se mit à l'œuvre. Il s'installa devant son écritoire, avec autant de plaisir qu'après une enquête un juge intègre prend place à une table bien garnie, et en tira les papiers qu'elle renfermait. Ne voulant pas laisser traîner les choses en longueur,
il s'était résolu à rédiger lui-même les actes et à les recopier, afin de n'avoir rien à payer au commis greffier. Très au courant du formulaire, il écrivit d'une plume alerte, d'abord en grosse, l'an 1800 et, puis en minutes, nous, un tel propriétaire, et la suite à l'avenant. En 2 heures, tout fut terminé. Quand il considéra ensuite tous ces petits feuillets, ces paysans qui avaient été naguère des êtres de chair et d'os, peinant, labourant, charriant, s'enivrant, trompant leur maître, ou de simples braves gens peut-être, un étrange sentiment que lui-même n'aurait su définir s'empara de lui. Chaque liste semblait avoir un caractère particulier et le communiquer au moujik qui la constituait. Ceux de madame Korobotchka étaient presque tous affublés de sobriquets. La concision distinguait la note de Pliouchkine, des initiales suivies de 2 points, y figuraient le plus souvent les prénoms. Le relevé de Sobakevitch, frappé par l'abondance des détails, il relatait toutes les qualités des moujiks. Tel nom était suivi de la mention bon menuisier, tel autre de celle-ci, intelligent et point ivrogne. Il n'avait garde d'omettre les noms et la conduite des pères et mères d'un chacun. Seul un certain Fédotov, porté comme signalement, né de père inconnu et de la fille de chambre capitoline, mais honnête et de bonnes mœurs. Tous ces détails donnaient aux paperasses une fraîcheur spéciale. Ces braves gens ne semblaient défunts que de la veille. Tchitchikov s'attendrit et s'écria en soupirant « Mes bons amis, vous voilà réunis en nombreuse compagnie. Quels étaient, mes bien chers, vos moyens d'existence? Comment joignez-vous les 2 bouts ?» Ses yeux s'arrêtèrent involontairement sur un nom, celui du fameux Piotr Saveliev, met les pieds dans le plat, ancien serf de madame Korobotchka. Cette fois encore, il ne put s'empêcher de dire « Quel nom à n'en plus finir! Il occupe toute une ligne. Qui étais-tu, mon brave? Artisan ou simple manant? Sans doute es-tu mort au cabaret, à moins qu'un convoi de chariots ne t'ait écrasé, tandis que tu dormais allongé au beau milieu du chemin? Bouchon Stéphane, charpentier, de sobriété exemplaire. Ah! Ah! Le voilà, Stéphane Bouchon, ce colosse qui eût fait merveille dans la garde. Bien sûr, mon garçon, tu parcourais toutes les provinces, botte sur les épaules et cogné à la ceinture, en te nourrissant d'un liard de pain et de 2 liards de poissons secs, pour rapporter, à chacune de tes tournées, une centaine de roubles argent dans ta bourse, sans compter les assignats que tu fourrais dans tes bottes, ou dont tu faisais peut-être une doublure à ton pantalon de grosse toile. Où diantre es-tu passé de vie à trépas? Aurais-tu peut-être, pour augmenter tes gains, entrepris la réparation d'un clocher? Et, le pied te manquant, serais-tu venu t'écraser sur le sol, fournissant ainsi à quelques pères Mickey l'occasion de se gratter la nuque en murmurant « Hé là, mon gars, qu'est-ce qui te prend ?» et de grimper aussitôt la corde aux reins à ta place? Maxime Teliatnikov, savetier. Ah, bah, savetier. Saoule comme un savetier, dit le proverbe russe. Je te connais, mon brave, et vais, si tu veux, te raconter ton histoire en peu de mots. Apprenti chez un Allemand, qui vous nourrissez tous à la même écuelle, vous reprochez votre négligence à coups de tire-pied sur le dos et vous défendez de polissonner dans les rues. Tu travaillais à merveille, et l'Allemand n'en finissait plus de chanter tes louanges à sa femme ou à son camarade. Ton apprentissage terminé, tu te dis « Je m'en vais maintenant ouvrir boutique, mais au lieu de tirer, comme mon grigou d'Allemand, le diable par la queue, je ferai vite fortune. » Redevance payée à ton seigneur, tu te mis à l'œuvre, et les commandes affluèrent. Tu achetas pour rien du mauvais cuir, et réalisas sur chaque paire de bottes double bénéfice. Mais, au bout de 15 jours, elles étaient toutes crevées, et tes pratiques te traitèrent de la belle manière. Ta boutique désertée, tu noyas le chagrin dans la boisson. Vautré dans la rue, tu déblatérais. Le monde est mal fait. Les Russes ne peuvent plus gagner leur vie. Il n'y en a que pour les Allemands. Mais quel est celui-ci? Moineau Élisabeth, une femme? Que vient-elle faire ici? Cette fripouille de Sobakevitch a pourtant trouvé moyen de me rouler. Tchitchikov avait raison. C'était bien une femme, insérée dans la liste avec une astuce inouïe. Il fallut la rayer. Grigori va toujours et tu n'arriveras pas. Qui diantre as-tu pu bien être? As-tu bien pu naître? Pardon. Qui diantre? Waouh. Excusez-moi. Qui diantre as-tu bien pu être? Un roulier, sans doute, qui, après avoir fait emplette de 3 chevaux et d'une mauvaise patache,
dit pour toujours adieu à son trou et s'en alla voiturer les marchands de foire en foire. As-tu rendu ton âme à Dieu sur la grande route? Tes amis se sont-ils défaits de toi pour l'amour de quelques grosses et rubicondes commères? Tes moufles de cuir, tes bêtes trapues ont-elles tenté quelques coureurs de bois? Ou encore, rêvant dans ta soupente, n'as-tu pu résister au désir de te précipiter au cabaret, puis de là, tête baissée dans la rivière, ni vu ni connu? Drôles de gens que nos Russes, ils n'aiment pas à mourir de leur belle mort. Et vous, mes beaux mignons, continua-t-il en reportant les yeux sur la feuille où étaient inscrits les serfs fugitifs de Pliouchkine. Vous vivez encore, c'est vrai, mais vous n'en valez pas mieux. Où vous entraîne maintenant votre course rapide? Meniez-vous vraiment chez Pliouchkine une si pénible existence? Ou vous êtes-vous laissé tenter par la vie errante, et trouvez-vous plaisir à écumer les grands chemins? Croupissez-vous en prison, ou vous êtes-vous donnés à d'autres maîtres dont vous labourez les terres? Hiérémeille l'entêté, Nikita le coureur, son fils, Antoine le coureur. À leurs surnoms, on devine que ces deux-là s'entendent à jouer des jambes. Popov, domestique. Celui-là sait sans doute lire et écrire. Il ne joue pas du couteau, et commet ses vols le plus honnêtement du monde. Mais on t'a pincé sans passeport et tu subis bravement l'interrogatoire du capitaine Isbravnik. À qui es-tu? Demande celui-ci en ajoutant à ton adresse quelques mots bien sentis. À tel et tel seigneur, réponds-tu hardiment. Que fais-tu ici? Reprend l'Isbravnik. J'ai un congé à redevance, affirmes-tu sans sourciller. Ton passeport? Je l'ai remis à l'artisan Pimenov, mon patron. Faites entrer Pimenov. C'est toi, Pimenov? C'est moi. Ce garçon prétend avoir remis son passeport. Est-ce vrai? Jamais de la vie. Alors tu as menti, demande l'Isbravnik en lançant un nouveau juron. Tout juste, avoue-tu crûment. Je suis rentré trop tard et l'ai confié à Antip Prokhorov, le sonneur de cloche. Faites venir le sonneur. T'a-t-il remis son passeport? Pas du tout. Mais alors tu as de nouveau menti, s'emporte le capitaine Ispravnik en appuyant ses dires d'une bordée de gros mots. Voyons, où est ton passeport? J'en avais un, crânes-tu, mais après tout je l'ai peut-être bien égaré en route. Et cette capote de soldat, reprend le capitaine Isbravnik, en te gratifiant à nouveau d'une flatteuse épithète. Et cette cassette contenant les économies du curé. Pourquoi les as-tu volées? Volées? Déclares-tu sans broncher. Je n'ai jamais encore exercé ce métier-là. Pourtant, c'est chez toi qu'on a trouvé la capote. D'où provient-elle? Je n'en sais rien. Quelqu'un l'y aura apportée. Ah, coquin, dit le capitaine Isbravnik, hochant la tête et les poings aux hanches. Les fers aux pieds et en prison. Soit, comme il vous plaira, acquiesces-tu. Et tirant ta tabatière, tu offres une prise aux deux invalides qui te rivent les fers, et t'informes aimablement de la date de leur congé et des campagnes auxquelles ils ont pris part. Te voilà sous clé. La procédure suit son cours. De Tsarevokokchaïsk, on te transfère dans une autre ville, de là à Vessiokonsk, ou ailleurs. Tu passes ainsi de prison en prison, et dis en examinant ta nouvelle demeure, non, décidément, on se sentait plus à l'aise à Vessiokonsk, et la société y était plus variée. Abakoum Firov, où peux-tu bien flâner, frère? Aurais-tu par hasard gagné la Volga? Te serais-tu laissé tenter par la libre vie des haleurs? Tchitchikov interrompit son monologue et se prit à rêver. Songeait-il au sort d'Abakoum Firov, ou évoquait-il simplement la large vie sans frein, rêve favori des Russes de tout âge, de tout grade, de toute condition? Et de fait, où peut bien être Firov? Sans doute a-t-il loué ses services à des gens de négoce, et arpente-t-il maintenant dans un joyeux vacarme le port au blé. Fleurs et rubans au chapeau, les compagnons prennent un turbulent congé de leurs femmes ou maîtresses, belles gaillardes enrubannées, colliers au cou. Chants et danses s'entremêlent, tandis qu'au moyen de leurs crochets, les débardeurs chargent sur leur dos, avec force cris et jurons, jusqu'à des 9 pouds de pois ou de froment, qu'ils déversent bruyamment dans les profonds chalands. Des ballots d'avoine et de gruau jonchent le sol, des pyramides de sacs s'entassent comme des boulets, à perte de vue. Formidable arsenal, destiné à disparaître au flanc profond des barges qui, dès la débâcle, descendront le fleuve à la queue leu-leu. Quand cette interminable caravane se mettra en marche, votre heure sera venue à l'heure. De franqueur comme naguère au plaisir, vous vous attellerez à la besogne, tirant le cordeau, aux accents d'une cantilène monotone et sans fin, comme toi, Russie. Eh, mais il est midi.
s'exclama enfin Tchitchikov en regardant sa montre. Et je suis encore ici à battre la campagne. Quel imbécile je fais. Sur ces mots, il échangea son accoutrement écossais contre un vêtement à l'européenne. Il serra la taille à n'en plus pouvoir, se vaporisa à l'eau de Cologne, prit son portefeuille et sa casquette ouatée, et s'en fut en hâte au tribunal civil faire enregistrer ses actes. Ce n'est pas qu'il craignit d'arriver trop tard, son ami le président pouvant, à son gré, abréger ou prolonger les audiences, tel l'antique Zeus d'Homère, qui allongeait ou écourtait les jours, pour permettre à ses héros favoris de gagner un combat, ou pour couper court à leur querelle. Mais il désirait en finir au plus tôt. Tant que les contrats n'auraient pas été passés, l'affaire lui paraissait incertaine. Les âmes n'étaient réelles qu'à moitié, et en pareil cas, mieux vaut sauter le pas sans tarder. Il sortit en songeant à ces choses, mais sans oublier de jeter sur ses épaules une peau d'ours recouverte de drap cannelle. À peine avait-il le nez dehors, qu'au premier coin de rue il se heurta à un monsieur, vêtu lui aussi d'une casquette à oreilles et d'une peau d'ours recouverte de drap cannelle. Le quidam poussa un cri et se jeta dans ses bras. C'était Manilov. Leur étreinte dura 5 bonnes minutes. L'embrassade fut si violente qu'ils souffrirent toute la journée des gencives. La joie provoqua chez Manilov une éclipse totale des yeux. Son visage ne fut plus que nez et lèvres. Durant un quart d'heure, il serra à la brisée la main de Tchitchikov. Dans les termes les plus exquis, il raconta qu'il volait justement à la rencontre de Pavel Ivanovitch pour se jeter à son cou, et termina son discours par un compliment qui n'eût pas été déplacé sur les lèvres d'un danseur invitant une jeune demoiselle. Tchitchikov ouvrait la bouche sans savoir sur quel ton le remercier, quand Manilov tira de dessous sa pelisse un rouleau de papier noué d'une faveur rose. « Qu'est cela, s'il vous plaît ?»« Les paysans. »« Ah. Ah !» Tchitchikov déplia le rouleau, et, l'ayant parcouru du regard, admira la perfection de l'écriture. « Beau travail, dit-il, inutile de recopier. Il y a même un encadrement. Qui donc l'a dessiné ? » « Ne me le demandez pas, dit Manilov. C'est vous ? Non, ma femme. Ah, mon Dieu, je suis vraiment honteux de vous avoir causé tant de tracas. Pour Pavel Ivanovitch, on ne saurait trop se mettre en peine. Tchitchikov s'inclina. En apprenant que Pavel Ivanovitch se rendait au tribunal pour faire enregistrer les contrats, Manilov s'offrit à l'accompagner. Les deux amis s'en furent bras dessus, bras dessous. À la moindre marche, à la moindre inégalité de terrain, Manilov soutenait, soulevait presque Tchitchikov, en déclarant avec un béat sourire qu'il ne souffrirait pas que Pavel Ivanovitch blessât ses petits pieds. Tchitchikov, fort gêné, car il se savait un peu lourd, se confondait en remerciements. En faisant assaut de bons offices, ils arrivèrent enfin sur la place où s'élevait le tribunal, énorme bâtisse en pierre à 2 étages, dont la blancheur de craie devait sans doute symboliser la candeur des occupants. Ce bâtiment contrastait par ses dimensions avec les autres ornements de la place, une guérite avec son factionnaire, 2 ou 3 stations de voitures, enfin de longues palissades agrémentées des habituels graffitis au charbon ou à la craie. Tel était l'emplacement désolé que l'on nomme chez nous une belle place. Apparus un instant aux fenêtres du premier et du second étage, les incorruptibles prêtres de Thémis s'éclipsèrent aussitôt. Le chef faisait sans doute le tour des bureaux. Nos amis montèrent, ou plutôt escaladèrent l'escalier. Tchitchikov hâtait le pas pour échapper aux attentions de Manilov, qui, de son côté, se précipitait pour alléger la fatigue de Pavel Ivanovitch. Aussi arrivèrent-ils tout essoufflés dans l'obscure antichambre. Ni dans les corridors, ni dans les pièces, la propreté ne frappa leur regard. On ne s'en souciait pas encore. Ce qui était sale le demeurait et ne prenait point d'aspect engageant. Thémis recevait en négligé, à la bonne franquette. Il conviendrait ici de décrire les chambres que traversèrent nos amis, mais l'auteur éprouve à l'égard des bureaux une insurmontable timidité. Quand une affaire l'appelle, même dans les mieux tenus d'entre eux, parquet ciré, table reluisante, il ne s'y attarde guère et tient les yeux modestement baissés, aussi ignore-t-il leur magnificence. Nos amis virent beaucoup de papiers, blancs et noircis, des têtes penchées, de larges nuques, des habits et des redingotes à la mode de province et, tranchant parmi eux, un simple veston gris clair. Celui qui le portait, la tête presque collée de guingois sur le papier, copiait d'une plume alerte un procès-verbal de saisie de terrains usurpés par quelques gentillâtres qui, toujours en procès, n'en terminaient pas moins paisiblement ses jours, père et grand-père honorés, sous l'égide de Dame Justice. De temps à autre,
une voix rauque laissait échapper de brèves exclamations. Fedosey, Fedoseyevitch, passez-moi donc le dossier numéro 368. Vous égarez toujours le bouchon de l'encrier. Parfois, une voix impérative, celle d'un supérieur évidemment, donnait un ordre. Recopie-moi ça, sinon on t'enlèvera tes bottes, et tu resteras ici 6 jours entiers sans boire ni manger. Le frôlement des plumes sur le papier rappelait celui de fagots traînés à charretée pleine par un chemin forestier sur une couche de feuilles mortes. Tchitchikov et Manilov s'adressèrent à 2 expéditionnaires assis à la première table. Le bureau des contrats, s'il vous plaît. Et que vous faut-il? Firent d'une voix les 2 copistes en se retournant. Présenter une supplique. Mais qu'avez-vous acheté? Indiquez-moi d'abord le bureau des contrats. Mais pour vous l'indiquer, il faut d'abord que nous sachions ce que vous avez acheté et à quel prix. Tchitchikov comprit aussitôt que, comme tous les jeunes employés, ces 2 blancs-becs étaient curieux et voulaient se donner de l'importance. Écoutez, mes braves, dit-il, je sais fort bien que tous les contrats, quelle que soit leur importance, relèvent du même service. Veuillez donc nous l'indiquer. Si vous l'ignorez, nous nous adresserons à d'autres. Cette réplique coupa la parole au gratte-papier. L'un d'eux désigna un angle de la pièce où un vieillard rangeait des dossiers. Tchitchikov et Manilov, louvoyant entre les tables, allèrent droit au bonhomme, qui paraissait absorbé dans son travail. « Permettez-moi de vous demander, dit Tchitchikov en s'inclinant, est-ce ici que se passent les contrats? Aucun contrat ne se passe ici, martela le vieux en levant les yeux. Mais où donc alors? Au bureau des contrats. Et où se trouve ce bureau? Adressez-vous à Ivan Antonovitch. Mais où est Ivan Antonovitch? Le barbon désigna l'angle opposé de la pièce. Tchitchikov et Manilov se dirigèrent vers Ivan Antonovitch qui, les voyant venir, jeta un regard en coulisses et se reprit aussitôt à écrire. « Pardon, dit Tchitchikov en s'inclinant. C'est ici le bureau des contrats? Ivan Antonovitch fit la sourde oreille et disparut complètement dans ses paperasses. Point des jeunes étourneaux qui passent leur temps à bavarder. Ivan Antonovitch, esprit pondéré, frisait la 50aine. Son visage, couronné d'épais cheveux noirs, saillait en sa partie médiane, formant ainsi ce qu'on appelle familièrement un bec de cruche. « Excusez-moi de vous déranger, insista Tchitchikov. C'est bien ici le bureau des contrats? Oui, répondit Ivan Antonovitch, en soulevant son bec de cruche, qu'il replongea aussitôt dans ses paperasses. Voici ce qui m'amène. J'ai acheté, aux fins de colonisation, des paysans à divers propriétaires de ce district. Les actes sont établis. Il n'y a plus qu'à les légaliser. Les vendeurs sont-ils ici? Quelques-uns seulement. Les autres ont passé procuration. Avez-vous apporté une supplique? Oui. Je suis pressé. Je désirerais... En un mot, peut-on terminer l'affaire aujourd'hui? Aujourd'hui? Impossible, dit Ivan Antonovitch. Il faut d'abord s'informer s'il n'y a pas d'inhibition. Je suis au mieux avec Ivan Grigorievitch, le président, ce qui sans doute hâtera les choses. Ivan Grigorievitch n'est pas seul ici. Il y a d'autres personnes, répliqua maussadement Ivan Antonovitch. Comprenant l'allusion, Tchitchikov déclara « Les autres ne seront pas oubliés. J'ai moi-même été en place, je connais les usages. » Allez voir Ivan Grigorievitch, dit Ivan Antonovitch d'un ton moins rogue. Qu'il passe les ordres nécessaires. Nous ne vous retiendrons pas longtemps. Tirant un billet de sa poche, Tchitchikov le déposa sur le bureau d'Ivan Antonovitch, qui n'y prit point garde et le couvrit d'un registre. Tchitchikov allait le lui faire remarquer, quand, d'un signe de tête, Ivan Antonovitch lui donna à comprendre que c'était inutile. « Conduisez ces messieurs à la salle d'audience, » ordonna Ivan Antonovitch à l'un de ses subordonnés. Ce garçon avait sacrifié avec tant de zèle à Thémis que ses manches trouées au coude laissaient passer la doublure, ce qui lui avait valu le grade d'enregistreur de collège. Comme autrefois Virgile à Dante, il servit de guide à nos 2 amis et les introduisit dans la salle d'audience où, derrière une table qui supportait 2 gros livres et le miroir de justice, s'allongeait une rangée de larges fauteuils. Le président y trônait seul comme le soleil. À l'aspect du sanctuaire, le nouveau Virgile, saisi d'une sainte frayeur, fit voir en se sauvant un dos de veston usé jusqu'à la corde et agrémenté de plumes de poule. Et c'est la fin. Enfin, c'est la fin. Je m'arrête là pour la première partie de lecture de ce soir.
Nous passons à la pause, les amis. Et du coup, pas de souci, Sab, je t'appellerai Algo, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi se prendre la tête? Ok, c'est pas mal. J'ai l'impression que, en effet, l'histoire prend un nouvel essor. J'ai en effet l'impression que l'histoire prend une bifurcation comme je le réclamais en début de live. Donc ça me va bien. On a terminé a priori les épisodes de Tchitchikov qui va escroquer des propriétaires d'âmes mortes un à un chez eux, etc. Là c'est bon, son opération a l'air plus ou moins terminée. Faut juste la finaliser, a priori. Et du coup, on serait dans la finalisation de l'opération. J'imagine que ça va pas se passer si bien que ça, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Ou bien ça va se passer bien, mais plus tard, on va découvrir que il y a un truc louche. Je sais pas encore comment ça va se développer, s'organiser précisément. Mais voilà, je pense qu'on sera dans ce genre d'acabit d'histoire, j'imagine. En tout cas, j'aime bien. Je trouve que le passage qu'on vient de lire était encore une fois sur un ton assez différent, donc c'est assez rafraîchissant. Je trouve que au sein d'une même histoire, on ait des manières de raconter l'histoire complètement différemment. Genre là, le fait que ce soit Tchitchikov qui ait beaucoup parlé à un moment de toutes les âmes mortes dont il imagine la vie passée. Voilà, ça change un petit peu la manière de raconter l'histoire, c'est intéressant. Euh, le tout début du chapitre, c'est re-arrivé aussi plus tard, mais le tout début du chapitre, encore une fois, avec une intervention du narrateur, j'ai l'impression que le narrateur aime bien prendre de plus en plus de place. J'ai l'impression. Il aime de prendre de plus en plus de place, il aime de plus en plus donner un petit peu son avis sur certains sujets. Là, par exemple, le fait qu'il fasse deux catégories entre les auteurs qui seront reconnus pour ce qu'ils font d'évidemment beau alors que parce qu'ils vont chercher les personnages grandiloquents, hauts en couleur, etc., les belles âmes, et ainsi de suite. A contrario, d'une autre catégorie qui serait les auteurs qui s'intéressent euh, à la bassesse du monde et tout ça, c'est intéressant. Et du coup, de dire que ceux-là ne seront pas reconnus, c'est intéressant. Je sais pas si je partage son avis, mais c'est une théorie intéressante. J'aime assez. Et je suis complètement d'accord avec toi, Algo, j'allais le dire. Le passage dans la bureaucratie me fait penser exactement au roman Le Château de Kafka. Je trouve qu'il y a des petites similitudes. Après, est-ce que c'est tout simplement le thème de la bureaucratie qui donne cette impression de similitude? C'est vrai que la bureaucratie a souvent une image négative, comme tu le dis. Et du coup, est-ce que peu importe qui parlerait de la bureaucratie, il en parlerait de cette manière-là, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un truc à la kafkaïen, enfin, il y a un truc un peu kafkaïen, dans le sens, bah voilà, dans le sens absurde de la situation, quoi. Le fait que on va voir quelqu'un, il nous demande des infos dont il n'a pas besoin, il nous indique la mauvaise personne, qui nous indique à nouveau une autre personne, tout le monde refuse de leur parler et se plonge dans ces trucs, et tout ce qui est important c'est le grade, et dire ouais mais vous savez je connais un tel. Que des trucs comme ça, enfin c'est vrai que il y a vraiment des similitudes. Euh, Est-ce qu'on pourrait leur donner quelque chose de positif? C'est Si, sûrement, j'imagine, Algo, hein, mais c'est vrai que là, comme ça, en tout cas, je pense que l'administratif ne fait rêver personne. C'est un truc un peu, comment dire, un peu, je trouve pas le terme que je cherche, mais grosso modo, ça hérisse le poil un peu à tout le monde, je pense, quand on en parle. Donc oui, c'est sûr que c'est compliqué. Mais ouais, pas pareil, forcément, quand on parle de bureaucratie, ça me fait penser au laissez-passer 43. Je sais plus si c'était ça. Je crois, hein. Attendez, je me rappelle plus. Non, c'est pas 43. Vous savez, le laissez-passer d'Astérix. Le laissez-passer A38. Apparemment, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc voilà, ça fait penser au laissez-passer A38.
Il y a vraiment ce délire-là de non, non, faut pas aller me voir moi, faut aller voir un tel. Non, faut pas aller me voir moi, faut aller voir un tel. T'as l'impression qu'il y a des tonnes d'étapes inutiles et que c'est juste une épreuve qu'on est en train de te faire subir, si ce n'est une épreuve psychologique pour pas que tu pètes un câble. Donc oui, il y a un peu ce côté-là, quoi, hein, clairement, dans le côté absurde que relève Gogol comme celui que relève Kafka. Et, euh, et je pense que oui, je pense qu'en sous-texte, en filigrane, il y a clairement, je pense, une mini critique de ça. Sinon, il se serait pas embêté à faire des scènes avec quatre personnages à la suite qui disent faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. Enfin, ouais. Donc, je pense que oui, qui se renvoie la balle comme ça. Je pense que c'est à dessein que l'auteur a mis ça pour nous montrer qu'il trouvait ça absurde. Bien, malgré tout, on n'a pas beaucoup avancé dans l'histoire. Euh, Assez étonné de retrouver Manilov. J'espère qu'il n'y aura pas trop de personnages qu'on a déjà croisés pour être franc, parce que je ne me rappelle plus du tout des voix que j'ai fait pour chacun de ces personnages. Je vais vous la jouer franc en jeu. Donc, si besoin était que je refasse des voix passées, vous m'excuserez si elles ne correspondent pas aux voix que je leur avais fait précédemment. J'essaierai de toute manière de faire comme d'habitude pour que les voix au sein d'un même dialogue soient reconnaissables et que vous arriviez à suivre au moins le dialogue en question. Et puis voilà, je reprends puisque voilà, pour le moment il ne s'est pas passé grand chose, on veut de l'action. Est-ce qu'il va y avoir un problème? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que l'arnaque de Tchitchikov va fonctionner? Est-ce qu'il va se retrouver riche du jour au lendemain? J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, je suis très curieux. Et je sais pas si on aura la réponse maintenant, donc ça m'embête. Mais je suis très curieux. Bref, bonne écoute encore une fois à toi Algo. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et bonne écoute à tous ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je sens que j'ai un peu du mal ce soir, donc veuillez m'excuser si parfois je cafouille un petit peu. Mais je vais faire de mon mieux. Et je vous retrouve pour l'outro dans pas très longtemps. À toutes. Chapitre 7. Suite et fin. En pénétrant dans la salle, nos amis s'aperçurent que le président n'était pas seul. Sobakevitch, complètement masqué par le miroir, lui tenait compagnie. Une exclamation les accueillit. Les fauteuils officiels reculèrent bruyamment. Le président ouvrit ses bras à Tchitchikov. Un bruit de baisers retentit. Ils s'informèrent de leur santé. Tous deux souffraient d'un lumbago qu'ils attribuèrent à la vie sédentaire. Le président, sans doute mis au courant par Sobakevitch, complimenta notre héros de ses acquisitions. Tchitchikov, légèrement troublé en voyant réunis les deux vendeurs auxquels il avait demandé le secret, n'en remercia pas moins le président et s'enquit de la santé de Sobakevitch. « Dieu merci, je n'ai pas à m'en plaindre, » répondit celui-ci, qui n'avait en effet aucun sujet de se plaindre. « Le fer eût plus facilement pris froid que ce gaillard bâti à chaud et à sable. »« Oui, votre santé est proverbiale, » dit le président, « et feu votre père était aussi un rude homme. »« Il luttait seul contre un ours, » répondit Sobakevitch. « Vous pourriez, il me semble, terrasser vous aussi un ours, si l'envie vous en prenait. »« Non, » rétorqua Sobakevitch, « mon père était plus solide que moi. Nous ne sommes plus de cette trempe aujourd'hui. Regardez quelle triste vie je mène, ajouta-t-il après un soupir. Une triste vie? Mais en quoi donc, je vous prie? Demanda le président. Oui, une triste vie, insista Sobakevitch en hochant la tête. Jugez un peu, Ivan Grigorievitch. J'ai dépassé la quarantaine sans avoir jamais connu le moindre bobo. Pas un clou, pas un furoncle, pas un mal de gorge. Tout ce que vous voudrez, c'est mauvais signe. Il faudra payer cela un jour. Sobakevitch sombra dans la mélancolie. Quel homme, songèrent en même temps Tchitchikov et le président. De quoi vient-il se plaindre? J'ai une lettre pour vous, dit Tchitchikov, en tendant au président la missive de Pliouchkine. De qui est-ce? Ah, de Pliouchkine, s'exclama le président après l'avoir décacheté. Comment il vit encore? Quelle destinée? Un homme naguère si riche, si intelligent. Et qu'est-il devenu? Un failli chien, dit Sobakevitch. Une fripouille qui fait mourir de faim tous ces gens. Parfait, parfait, dit le président après avoir lu la lettre. J'accepte de les représenter. Quand désirez-vous passer les actes? Aujourd'hui même, si possible, car je voudrais partir demain. J'ai apporté contrats et suppliques. Parfait, parfait.
Mais vous aurez beau dire, nous ne vous lâcherons pas. Les actes seront légalisés aujourd'hui, d'accord. Mais vous passerez encore quelques jours avec nous. Attendez, je vais donner les ordres nécessaires, dit-il en ouvrant la porte du bureau, rempli d'employés semblables à de diligentes abeilles disséminées sur leurs rayons, s'il est permis de comparer des dossiers à des rayons de miel. Ivan Antonovitch est-il ici? Oui, répondit une voix. Priez-le de venir. Ivan Antonovitch, dit bec de cruche, déjà connu du lecteur, fit son apparition dans la salle d'audience et salua fort poliment. Ivan Antonovitch, veuillez prendre les contrats de ces messieurs. N'oubliez pas, Ivan Grigorievitch, interrompit Sobakevitch, qu'il faut au moins 2 témoins pour chaque partie. Envoyez donc chercher le procureur. Il n'a rien à faire, car il se décharge de toute sa besogne sur son substitut Zolotuka, le premier grippe-sous du monde. Convoquez aussi l'inspecteur du service d'hygiène. Cet autre désœuvré sera certainement chez lui, à moins qu'il ne taquine les cartes quelque part. Et puis vous trouverez bien d'autres témoins dans le voisinage. Troukhatchevski, Begouchkine, par exemple, 2 êtres qui chargent la terre d'un poids inutile. Très juste, dit le président, qui dépêcha aussitôt un express à tous ces personnages. J'ai encore une prière à vous adresser, dit Tchitchikov. Voudriez-vous convoquer le représentant d'une dame avec qui j'ai aussi traité? C'est un de vos employés, le fils du père Cyril, l'archiprêtre. Mais oui, je m'en vais le demander. Soyez tranquille, tout le nécessaire sera fait. Seulement, je vous prie, pas un liard aux employés, nous ne faisons pas payer les amis. Sur ces mots, il donna à Ivan Antonovitch un ordre qui parut déplaire à ce dernier. Les actes firent une excellente impression sur le président, surtout lorsqu'il vit que le montant total des achats atteignait presque 100 000 roubles. Il fixa quelques instants Tchitchikov avec une expression de profonde satisfaction et proféra enfin « Alors, Pavel Ivanovitch, vous avez vraiment acheté tout cela ?»« Mais oui. »« Excellente idée, ma foi. Excellente idée. »« Oui, je sais que je n'en pouvais avoir de meilleure. On a beau dire, l'homme ne trouve vraiment sa voie qu'en abandonnant les chimères de la jeunesse pour s'engager d'un pied ferme sur un terrain solide. » Avec beaucoup d'à-propos, Tchitchikov fulmina contre le libéralisme des jeunes gens. Une certaine hésitation perçait pourtant dans sa diatribe. « Tu radotes, mon cher, et comment ?» semblait-il se dire. Il n'osait même pas regarder Manilov et Sobakevitch, dans la crainte de lire dans leurs yeux une expression narquoise. Appréhension bien inutile. Le visage de Sobakevitch demeurait fermé, et Manilov, séduit par les belles phrases, balançait la tête avec la satisfaction béate d'un mélomane devant une cantatrice, qui, l'emportant même sur le violon, lance une note aiguë à désespérer un gosier d'oiseau. « Mais pourquoi, dit enfin Sobakevitch, ne racontez-vous pas à Ivan Grigorievitch quelles belles acquisitions vous avez faites? Et vous, Ivan Grigorievitch, pourquoi ne le lui demandez-vous pas? Des gaillards pourtant, de l'or en barre. Songez donc, je lui ai même cédé mon carrossier, Mikheyev. »« Mikheyev? Pas possible, s'écria le président. Le carrossier Mikheyev, un si bon ouvrier. Je le connais, il m'a réparé une voiture. Mais permettez, ne m'avez-vous pas dit qu'il était mort? Jamais de la vie, repartit Sobakevitch sans se troubler le moins du monde. C'est son frère qui est mort, mais lui se porte mieux que jamais. Il vient encore de me façonner une britchka à rendre jaloux les carrossiers de Moscou. À franchement parler, il ne devrait travailler que pour l'empereur. Oui, dit le président. Mikheyev est un maître en son art. Je m'étonne alors que vous vous en sépariez. S'il n'y avait que lui. Mais Stepan Bouchon, le menuisier, Milouchkine, le briquetier, Maxime Teliatnikov, le savetier, je les ai aussi cédés. Je me suis défait de tout le monde. Sur une question du président, surpris de le voir céder de pareils trésors. Que voulez-vous? Répondit Sobakevitch avec un geste vague. C'est une fantaisie qui m'a pris. Je n'ai pu y résister. Et baissant la tête comme s'il regrettait sa folie. Les cheveux gris ne m'ont pas mis de plomb dans la tête, ajouta-t-il. Permettez, Pavel Ivanovitch, dit alors le président. Vous achetez les paysans sur la terre. Vous les destinez sans doute à la colonisation? Tout juste. Ah, parfait. Et où cela, s'il vous plaît? Où cela? Mais en Chersonèse? Oh, pays fertile! Et quel gras pâturage! Vos terres sont vastes? Suffisamment pour les paysans que j'achète. Rivière, étang? Rivière et étang.
En lâchant ces mots, Tchitchikov jeta par mégarde un regard sur Sobakevitch et crut lire sur son visage toujours impassible: Tu mens, mon brave, tu ne possèdes ni terre, ni étang, ni rivière. Cependant, les témoins commencèrent à paraître. Le clignotant procureur, l'inspecteur du service d'hygiène, Troukhatchevski, Begouchkin et autres individus qui, à en croire Sobakevitch, chargeaient la terre d'un poids inutile. Tchitchikov ignorait la plupart d'entre eux. Quelques scribes complétèrent et au-delà le nombre nécessaire. On vit arriver non seulement le fils du père Cyril, mais l'archiprêtre en personne. Chaque témoin inscrivit ses noms, grades et qualités, d'une écriture penchée, couchée ou même renversée, et dont certaines lettres semblaient ne pas appartenir à l'alphabet russe. Ivan Antonovitch mena rondement les choses. Les actes furent aussitôt enregistrés, paraphés, homologués, l'impôt du demi-pour-cent et les frais d'insertion rapidement décomptés. Tchitchikov n'eut à payer qu'une bagatelle. Sur l'ordre du président, la moitié des dépenses fut portée par un procédé cabalistique au compte d'un autre solliciteur. Lorsque tout fut fini, « Eh bien, dit Ivan Grigorievitch, il ne reste plus qu'à arroser l'affaire. »« Quand vous voudrez, acquiesça Tchitchikov. Un galant homme se doit d'offrir 2 ou 3 bouteilles de vin mousseux à une si aimable compagnie. »« Non, non, vous ne m'avez pas compris, dit le président. C'est nous qui vous régalerons. Vous êtes notre hôte, à nous de vous bien traiter. Savez-vous quoi, messieurs? Transportons-nous in corpore chez le maître de police. Cet homme admirable n'a qu'un signe à faire en passant devant la poissonnerie ou la halle au vin. Je vous promets un festin réussi. Et nous profiterons de l'occasion pour faire un whist soigné. » Aucune objection ne s'éleva. Au seul mot de poissonnerie, les témoins se sentirent en appétit. Chacun saisit aussitôt sa casquette ou son bonnet de fourrure, et la séance fut levée. En traversant le bureau, Tchitchikov se vit arrêter par Ivan Antonovitch, qui lui tira sa révérence en chuchotant: « Vous achetez pour 100 000 roubles de paysans et ne vous fendez que d'un malheureux billet blanc. »« Eh » lui répliqua du même ton Tchitchikov, « pareil racaille ne vaut même pas la moitié. » Ivan Antonovitch comprit qu'il avait affaire à forte partie, et n'en tirerait pas davantage. « Combien avez-vous payé l'âme à Pliouchkine » murmura Sobakevitch à l'autre oreille de Tchitchikov. « Et que venait faire Moineau en votre liste » rétorqua celui-ci du tac au tac. « Quel Moineau ? Quel Moineau ? Mais la femme Moineau, Élisabeth. »« Non, non, aucun Moineau ne figure dans ma liste. » grommela Sobakevitch, qui rejoignit en hâte les autres invités. La compagnie arriva sans encombre chez le maître de police. Dès que cet homme, vraiment admirable, eut appris ce qu'on attendait de lui, il manda incontinent un exempt, preste gaillard en bottes à l'écuyère, auquel il glissa à l'oreille 2 mots suivis d'un « compris » prononcé à voix haute. Et, tandis que les invités huistaient, harengs, esturgeons, saumon, caviar en grains, caviar pressé, balix, langue fumée, fromages divers, firent leur apparition dans la pièce voisine. Toutes ces bonnes choses provenaient de la poissonnerie. De son côté, la cuisine livra une tourte au poisson, garnie avec les joues et les cartilages d'un esturgeon de 9 pounds, un pâté aux champignons, des flancs, des beignets, des compotes. Le maître de police était en quelque sorte le père et le bienfaiteur de la ville. Se sentant en famille parmi ses administrés, il se servait comme chez lui au marché et dans les boutiques. Il remplissait si admirablement les devoirs de sa charge qu'on ne savait s'il était fait pour l'emploi ou l'emploi pour lui. Cet habile homme, qui tirait de sa place le double de ses prédécesseurs, avait su pourtant gagner l'affection de toute la ville. Les gens de négoce l'aimaient pour sa simplicité. Il tenait leurs enfants sur les fonds, leur donnait du compère et, quand il les rançonnait, il y mettait des formes, leur tapant sur l'épaule, plaisantant avec eux, promettant de venir jouer aux dames, s'informant de leurs petites affaires. Apprenait-il qu'un enfant était malade, il conseillait volontiers des remèdes. Bref, un brave homme. Quand il inspectait la ville en voiture, il avait, tout en veillant à l'ordre, un mot aimable pour chacun. « Eh bien, Mikhaïtch, il faudrait pourtant terminer notre partie de Korga. »« Certes oui, il le faudrait, Alexis Ivanovitch, » disait l'autre, bonnet bas. « Il y a Paramonovitch, viens t'en voir mon trotteur, mais aie soin d'atteler le tien, nous verrons qui l'emportera. » Le marchand, qui avait la passion des chevaux, souriait avec un plaisir marqué et répondait en se caressant la barbe: « Nous verrons, Alexis Ivanovitch. » Les commis même, la tête respectueusement découverte, échangeaient des œillades joyeuses et semblaient dire: « Quel brave homme que notre Alexis Ivanovitch !» Bref, il s'était conquis une large popularité
et les commerçants pensaient de lui: Alexis Ivanovitch plume la poule, c'est vrai, mais sans la faire crier. Voyant la table servie, le maître de police proposa de remettre la partie après déjeuner, et tous les invités passèrent dans la salle à manger. Les agréables odeurs qui s'en exhalaient chatouillaient depuis longtemps leur odorat, et Sobakevitch, qui, lancé par la porte entr'ouverte de furtifs coups d'œil, avait jeté son dévolu sur un bel esturgeon servi un peu à l'écart sur un grand plat. Les convives s'ouvrirent l'appétit par un verre d'eau-de-vie, couleur olive foncée, comme les pierres transparentes de Sibérie dont on fait chez nous des cachets. Puis, fourchettes en main, ils gagnèrent la table où chacun dévoila son tempérament en attaquant qui le caviar, qui le saumon, qui le fromage. Dédaignant ces bagatelles, Sobakevitch s'en fut droit à l'esturgeon, et tandis que la compagnie buvait, mangeait et bavardait, il le dévora tout entier en moins d'un quart d'heure. Quand enfin le maître de police entraîna ses invités vers le monstre en s'écriant « Que vous semble, messieurs, de ce chef-d'œuvre de la nature ?» Il n'en découvrit plus que la queue. Sobakevitch, tout penaud, joua l'innocent, et s'en alla au bout de la table piquer du bout de sa fourchette un minuscule poisson séché. Bientôt d'ailleurs, il tomba dans un fauteuil et se laissa aller à une douce somnolence. Le maître de police montra qu'il ne lésinait pas sur les vins. On porta des toasts sans nombre. On but tout d'abord, comme les lecteurs le devinent peut-être, à la santé du nouveau seigneur de Chersonèse, puis à la prospérité et à l'heureux transfert de ses paysans, ensuite à la santé de sa future et belle épouse, ce qui fit naître un agréable sourire sur les lèvres de notre héros. Tous l'entourèrent, le supplièrent de rester encore une quinzaine. Je ne sais pas quel personnage parle, désolé. Non, Pavel Ivanovitch, on ne se conduit pas de la sorte. Ouvre-t-on la porte d'une isba uniquement pour y amener le froid? Le seuil à peine franchi, vous tournez déjà le dos. Non, non, nous ne vous lâchons pas. Attendez, nous allons vous marier, n'est-ce pas, Ivan Grigorievitch? Bien sûr, approuva le président. Résistez tant que vous voudrez. Jouez des pieds et des mains. Nous vous marierons quand même. Il faut hurler avec les loups, et nous n'aimons pas plaisanter. Pour résister, dit en souriant Tchitchikov, il faudrait d'abord qu'il y eût une fiancée. Nous vous en trouverons une. Nous vous trouverons tout ce que vous voudrez. Dans ce cas-là. Bravo, bravo, il reste. Vive Pavel Ivanovitch, s'écria-t-on de tous côtés. Tous les convives voulurent trinquer avec lui. Il s'exécuta. Encore, encore, crièrent les plus impétueux. Une seconde, puis une troisième fois, les vers s'entrechoquèrent. La gaieté devint bientôt générale. Le président, qui avait l'ivresse tendre, embrassa plusieurs fois Tchitchikov, s'épancha dans son sein, l'appelant mon cher cœur et ma petite chérie, et même, claquant des doigts, il se mit à sautiller autour de lui en fredonnant le refrain fameux. Ha ha, un tel et un tel, moujik de Kamarinskoïe. Après le champagne, le vin de Hongrie émoustilla encore davantage la société. Le whist fut oublié. On discuta, on cria, on parla de tout, même de politique et d'art militaire. Certains émirent des idées fort libres, pour lesquelles ils eussent à un autre moment donné le fouet à leurs enfants. On trancha péremptoirement les questions les plus compliquées. Tchitchikov ne s'était jamais senti de si belle humeur. Il croyait pour de bon posséder des terres en Chersonèse, parlait amélioration, assolement triennal, félicité de deux cœurs unis. Il voulut même déclamer à Sobakevitch une épître en vers de Werther à Charlotte. Mais l'autre, qui avait la digestion laborieuse, battit seulement des paupières et se rencogna dans son fauteuil. Tchitchikov finit par s'apercevoir qu'il se débraillait trop. Il demanda une voiture. Le procureur lui offrit la sienne, dont le cocher se révéla un homme d'expérience. Il conduisait d'une main et soutenait de l'autre le barine. Pavel Ivanovitch rentra de la sorte à l'auberge, où longtemps encore il divagua, mélangeant capitaux, terres en chersonèse, blond d'enfant à teint rose et fossettes sur la joue droite. Sélifan reçut même l'ordre de rassembler tous les nouveaux colons et d'en faire l'appel nominal. Sélifan écouta un bon moment Tchitchikov en silence. Il sortit enfin et dit à Petrouchka « Va-t'en déshabiller, monsieur ». Petrouchka s'évertua longtemps à tirer les bottes de son maître, et n'y réussit qu'après avoir pensé le jeter à terre. Pavel Ivanovitch se déshabilla, et après s'être tourné et retourné dans son lit, qui craquait horriblement,
Il s'endormit, se croyant vraiment propriétaire en Chersonèse. Cependant, Petrouchka emporta le pantalon et la bisinzolin mouchetés, les étendit sur un porte-manteau et se prit à les brosser et vergeter si furieusement que le corridor fut bientôt rempli de poussière. Il se préparait à les dépendre, quand il aperçut, en bas dans la galerie, Séliphane qui revenait de l'écurie. Ils échangèrent une œillade et d'instinct se comprirent. Monsieur dort à point fermé, c'est le moment de se donner de l'air. Aussitôt, frac et pantalon remis en place, Petrouchka descendit, et tous deux s'en furent de compagnie, devisant et balivernant, mais ne soufflant mot du but de leur voyage. Celui-ci ne fut guère qu'une promenade. Ils se bornèrent à traverser la rue et, arrivés à la maison située en face de l'hôtellerie, pénétrèrent par une porte vitrée, basse et enfumée, dans une sorte de caveau, où se trouvaient déjà attablés des gens de tout acabit. Barbus, rasés, en touloupe, en blouse et même en manteau de castorine. Dieu sait ce que purent bien faire en ce lieu Séliphane et Petrouchka. Ils en sortirent au bout d'une heure, bras dessus bras dessous, se témoignant toutes sortes d'égards et veillant en silence à leur équilibre mutuel. La main dans la main, sans desserrer leur étreinte, ils mirent un bon quart d'heure à grimper l'escalier. Petrouchka demeura quelques instants planté devant son lit, réfléchissant sans doute à la façon la plus convenable de se coucher. Il finit par s'y étendre de travers, les pieds au plancher. Oublieux que sa place était à la chambre commune sinon à l'écurie, Séliphane se laissa choir sur le même lit, la tête sur le ventre de Petrouchka. Tous deux s'endormirent à l'instant, remplissant le réduit d'un ronflement sonore qu'accompagnait de la pièce voisine le léger sifflement nasal de Tchitchikov. Tout bruit mourut bientôt alentour. L'auberge entière fut plongée dans un profond sommeil. Une seule chambre restait encore éclairée, celle du lieutenant arrivé de Riazan, grand amateur de bottes, car il en avait déjà commandé 4 paires et ne pouvait se lasser d'en essayer une 5e. Plus d'une fois déjà, il s'était en vain approché de son lit pour les ôter. Leur suprême élégance le fascinait. La jambe levée, il se perdait dans la contemplation de son talon. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro du live. Alors là, je suis assez étonné pour être franc. On n'est qu'à 1 heure de live. Donc en vrai, j'aurais presque pu vous lire le chapitre suivant et vous faire 2 heures de live. Je vais pas le faire pour une et seule bonne raison, c'est que je sens que je suis pas dedans. Je suis désolé, j'espère que la lecture a été quand même agréable et compréhensible pour vous. Mais là, je sens que je suis pas dedans. J'ai eu beaucoup de mal à faire la lecture ce soir, je sais pas pourquoi. C'est vraiment genre physique. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et là, je sens que c'est un jour sans. Je sens que j'ai eu vraiment du mal à faire la lecture. Je me demande aussi si j'ai pas lu à un débit peut-être très rapide. Peut-être que j'ai pris moins le temps de me poser que les fois précédentes. Étant donné qu'on a fini en 1 heure, quoi. Je sais pas. Mais ouais, j'ai l'impression d'être un peu moins dedans. J'ai l'impression d'avoir eu du mal à lire, de m'être pas mal repris, d'avoir eu du mal à reprendre les personnages et d'avoir eu du mal aussi à repérer qui était qui et qui était en train de parler, etc. Donc voilà. J'ai un peu. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui font ça. Je pense qu'il y a le hasard. Parfois on est bon, parfois on est moins bon. Donc là, je pense que c'était une journée moins bien. Et puis, ça me gratte le nez, un truc de fou. Je suis sûr que j'ai une allergie, mais je sais pas à quoi, et ça me gave. Donc il y a ça aussi. Et puis, il y a aussi le fait que, c'est pas pour me donner des excuses, hein, c'est juste pour expliquer un peu. Euh, Quand je dois lire autant de noms d'origine russe, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué, parce que vraiment, j'ai pas de qualification dans cette langue. Du coup, c'est extrêmement compliqué pour moi de sortir du tac au tac des noms russes. Et là, j'ai du mal. Là, j'ai vraiment du mal. Donc, euh, donc voilà, désolé si ça a un petit peu entaché la lecture ce soir. J'essaierai d'être en forme et de faire au mieux la fois prochaine. Mais je vous avoue que je sais pas pourquoi ça n'a pas été trop ce soir non plus. Donc voilà, je fais ce que je peux. Euh, c'est bizarre ce chapitre. Je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Après, c'est peut-être aussi du fait que j'étais dedans un peu moins. Je sais pas.
mais je sais pas si j'aime ou pas le chapitre. J'ai l'impression que c'est un peu un chapitre de transition. Et du coup, j'ai tendance à trouver qu'il était un chouïa long. Parce que 25 pages pour juste faire une transition et nous dire ça y est, il a été récupéré sa thune, enfin il a été signé ses contrats et scellé en quelque sorte son arnaque. Ok, ok, très bien, and so what? Genre il a pas eu de problème, il a pas eu de problème sur le chemin. Sobakevitch lui a mis des petits coups de pression en vendant presque la mèche de quelque chose de bizarre au président. Mais il a toujours réussi à remettre dans le droit chemin. Et puis, même plus tard, quand Sobakevitch posait des questions gênantes, il a réussi à le faire taire en lui rappelant que tiens, 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 c'est bizarre, t'as mis le nom d'une femme sur tes registres, ça devrait pas être le cas. Donc voilà, Tchitchikov n'a pas rencontré de problème, je trouve, dans ce chapitre. C'est pour ça que peut-être que 25 pages de transition juste pour dire qu'il a signé un contrat et que grosso modo il a fait la fête et que tout le monde est content pour lui, je trouve que c'est peut-être un chouïa long. C'est peut-être pour ça que j'ai été moins dedans ce soir aussi. Mais voilà. Maintenant, maintenant, on arrive à, je dirais, environ la moitié. Même un peu plus de la moitié, je crois. Ouais, un peu plus de la moitié. On arrive à un peu plus de la moitié de la première partie du roman. Et on arrive donc à, allez, on va dire un quart. On arrive à un quart, même plus que ça. Ah, c'est plus que ça en fait. Ah non, parce qu'après il y a encore des pages. Ouais, donc on va dire un quart à peu près. Un quart à peu près de l'œuvre complète si on compte les fragments publiés après la mort de l'auteur. Donc du coup, je me dis que on est encore assez tôt dans le récit et que ça a le temps de s'envenimer. Je pense clairement que la situation va pas rester comme ça. De toute manière, le narrateur nous le disait dans les premiers chapitres, il me semble. Déjà dès le premier chapitre, je crois qu'il avait déjà annoncé que ça allait partir en couille et qu'il allait nous raconter l'histoire justement de comment Tchitchikov, qui était apprécié de tout le monde, adulé par tout le monde, bah entre guillemets, s'est fait avoir. S'est fait avoir ou s'est fait démasquer. Je sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, je pense que clairement la situation ne va pas rester aussi idyllique pour notre cher Tchitchikov. J'ai juste hâte de voir quel va être le déclencheur. J'espère que ça va être assez tôt dans le récit. Comme ça, après, on va essayer de voir comment Tchitchikov essaie de récupérer la situation et ça peut être marrant. Ça peut être intéressant. Et du coup, je sais pas s'il y a déjà du pollen, algo, mais je pense pas que je sois allergique au pollen. Je sais pas à quoi je suis allergique. Je sais pas. Mais je suppose fortement que j'ai une allergie. Parce que ça m'arrive assez fréquemment de me gratter le nez d'une force hallucinante. Et je ne saurais dire pourquoi. Ça m'arrive très souvent quand je suis en live. Voire quasiment exclusivement quand je suis en live. J'ai l'impression. Ce qui est très bizarre. Ce qui est très bizarre. Donc est-ce que je suis allergique? Si ça se trouve, je suis allergique à un truc genre la colle qui servent à coller les pages. Enfin, la colle dans les bouquins, quoi. La colle dans les livres. Parce qu'il y a de la colle directement dans les pages, en fait. Donc si ça se trouve, c'est. Je sais pas, j'ai peut-être une allergie à la colle des livres. J'ai peut-être une allergie. Souvent, en live de lecture, je bois un panaché. Donc peut-être que j'ai une allergie à quelque chose qui se trouve dans le panaché. Mais après, je bois pas toujours du panaché. Et lors d'autres lives où je ne bois pas de panaché, ça m'est déjà arrivé aussi, j'ai l'impression. Donc je sais pas. Et après, je vois pas d'explication logique parce que bah voilà, je suis pas allergique à mon PC, je suis pas allergique à la lecture, je suis pas allergique au live et aux gens qui me regardent. Donc je sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est un réel mystère. Si quelqu'un l'élucide, je lui verse une somme d'argent subséquente d'au moins, oh là là, au moins une centaine de centimes, pas loin, pas loin. Bref, sur ce, c'en est terminé pour ce soir des âmes mortes. Nous lirons le chapitre 8 et vraisemblablement ce sera le seul vendredi. Vendredi.
D'ailleurs, il est possible aussi que la rediffusion du live de vendredi n'arrive pas dimanche comme d'habitude, puisque bah, je vous ai dit que j'annulais le live que j'annulais la veillée de dimanche. Donc voilà, bah pareil, je serai pas forcément disponible pour mettre la rediff. À voir. Il y a peut-être moyen que je m'arrange si je le fais vendredi dans la nuit et que je programme la rediff sur YouTube. Bref, il y a peut-être moyen, mais je suis pas sûr, je vous promets rien. Euh, donc, il nous reste 2 lives. On se retrouve jeudi à 14h pour la suite et fin de Little Nightmares. Peut-être un petit peu de Marvel Snap, peut-être un petit peu de Sea of Thieves. Et on se retrouve vendredi pour le chapitre 8 des âmes mortes. La suite de la lecture, quant à elle, reviendra à partir de du vendredi 17 ou du mardi 21. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux anyway. Et merci de m'avoir suivi, Algo. Merci à tous ceux qui sont passés en live et à ceux qui m'ont regardé en rediffusion. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux et tout ça, tout ça. C'est hyper important pour la vidéo et c'est hyper important pour moi. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, une prochaine partie de gaming, ou que sais-je encore. Et bye bye!